Bonjour à tous, petite précision avant de commencer, le son de mon invité n'est peut-être pas aussi bon que le mien car le podcast s'est fait à distance, mais j'espère que cela dérangera pas plus l'écoute. Merci. Bonjour François Ecal, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous ai invité car vous êtes un ancien magistrat de la Cour des comptes et que vous avez créé un site, FIPECO, visant à démocratiser les finances publiques et leur incidence sur l'économie par les politiques budgétaires. Vous avez également publié en avril 2025 un ouvrage intitulé Mes comptes publics, qui revient sur la conception et le contrôle des politiques publiques via un prisme principalement financier. Avant de commencer à plonger dans les rouages des finances publiques, je vais vous laisser vous présenter à votre convenance. Bonjour d'abord, merci d'abord pour cette invitation à m'exprimer. Alors à la base, je suis ingénieur de l'école centrale de Paris. Ensuite, j'ai fait l'ENA et à la sortie de l'ENA, j'ai travaillé au ministère des Finances dans une direction qui s'appelait à l'époque la direction de la prévision, qui a été fusionnée après avec la direction du Trésor et qui, comme son nom l'indique, faisait les prévisions du gouvernement, les prévisions associées aux lois de finances en particulier, mais qui faisait surtout du conseil et d'analyse des politiques économiques. Et j'ai notamment été le sous-directeur chargé des finances publiques, donc à la fois des prévisions de finances publiques et de toutes les études et conseils sur politique budgétaire, fiscalité, protection sociale, etc. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai été intégré à la Cour des comptes. Là, j'ai fait le travail normal d'un magistrat de la Cour des comptes en contrôlant notamment des ministères et entreprises dans le secteur des transports, de l'équipement, de l'agriculture, de l'environnement. Et après, j'ai écrit pendant 8 ans le rapport qui est présenté chaque année par la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques. J'ai été membre du Haut Conseil des finances publiques quand il a été créé. Quand j'ai aussi contrôlé le ministère des Finances. Il y a bientôt 10 ans, j'ai quitté la Cour pour créer une petite association dont vous avez parlé, voilà, FIPECO, Finances publiques et économie, qui est surtout connue pour son site internet où vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les finances publiques. Merci pour cette présentation. Le podcast s'organisera en 3 parties. Premièrement, on essaiera de faire un panorama des finances publiques françaises. Dans une deuxième partie, on reviendra sur les enjeux de la comptabilisation des retraites des fonctionnaires en matière de lisibilité des comptes publics. Enfin, on étudiera les recommandations qui peuvent être opportunes afin de consolider les finances publiques françaises. Pour notre première partie sur la situation des finances publiques françaises, cette situation est assez connue. Donc on a 3 345 milliards de dettes publiques, soit 114 points du PIB, et un déficit public de 5,8 points de PIB en 2024. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama en décomposant les finances publiques des administrations centrales, administration de la sécurité sociale, pardon, et des administrations locales, en définissant brièvement pour chaque administration leur périmètre, parce que c'est assez méconnu et ça pourra un peu éclaircir nos auditeurs. Alors d'abord, lorsqu'on parle de déficit public, de dette publique, de dépenses publiques, de prélèvements obligatoires, on parle du déficit, de la dette, des dépenses, non seulement de l'État, mais aussi de ce qu'on appelle les administrations publiques en comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est le système statistique qui permet de calculer, par exemple, le produit intérieur brut, mais des tas d'autres données utilisées par les économistes, qui est défini à l'échelle mondiale, de l'ONU même. Et ces administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, c'est l'État, bien sûr, mais c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi les administrations de sécurité sociale, et puis ce sont aussi des centaines d'organismes qui sont contrôlés par l'État ou par des collectivités locales
et qui sont financés principalement soit par des subventions de l'État ou des collectivités locales, soit par des impôts qui leur sont affectés. Voilà, donc ces administrations publiques, statistiquement, on les classe en trois grandes catégories. Il y a les administrations publiques centrales, donc c'est l'État bien sûr, mais c'est aussi voilà tous ces organismes qui sont sous son contrôle et qui le financent, qu'on appelle parfois les agences ou les opérateurs. Le vrai nom en comptabilité nationale, c'est des organismes divers d'administration centrale. Donc voilà, donc il y a ces administrations centrales, il y a les administrations publiques locales dans lesquelles l'essentiel ce sont les collectivités territoriales, les communes, départements, régions et les intercommunalités, mais c'est aussi beaucoup d'établissements publics qui sont contrôlés par des collectivités locales ou même parfois par l'État mais qui ont une compétence locale comme les agences de l'eau. Donc, tout ça, ça fait des administrations publiques locales. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les administrations de sécurité sociale, dans laquelle on a la sécurité sociale au sens strict, mais aussi les régimes complémentaires de retraite, comme l'Agirc-Arrco, l'Unédic, l'assurance chômage. On y trouve aussi les hôpitaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est les administrations sociales. Si on veut avoir une idée de leur poids respectif, on peut regarder la répartition des dépenses publiques, les dépenses de l'ensemble. Le total, ça fait à peu près 1700 milliards d'euros en 2024. Ces 1700 milliards d'euros, il y en a presque la moitié, ce sont les administrations de sécurité sociale. Il y en a quasiment un peu plus de 30%, ce sont les administrations publiques centrales, donc l'État et ses satellites, disons, et puis 20% à peu près, ce sont les administrations publiques locales, essentiellement les collectivités locales. Merci pour ce panorama. Et justement, quelle a été l'évolution depuis 40 ans des dépenses publiques pour ces trois périmètres différents que vous nous avez décrits? Alors, quand on regarde l'évolution des dépenses publiques sur très longue période, 40 ans par exemple, ou même plus d'ailleurs, on peut en monter plus loin, on voit que les dépenses publiques ont augmenté plus vite que l'activité économique, plus vite que le produit intérieur brut. Alors, beaucoup plus vite jusqu'au milieu des années 80. Donc, en effet, ça fait à peu près jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Un petit peu plus vite quand même, beaucoup moins, l'écart était beaucoup moins important que sur la période précédente, mais un petit peu plus vite que l'activité économique, donc depuis le milieu des années 80. Et quand on regarde de plus près, on voit que ce sont surtout les dépenses des administrations de sécurité sociale qui augmentent plus vite que le PIB. Et à l'intérieur de ces dépenses des administrations de sécurité sociale, ce sont les dépenses de retraite et les dépenses de santé. Les dépenses des collectivités locales ont augmenté un petit peu plus vite que l'activité économique, mais ça tient en partie seulement, au fait que l'État a transféré aux collectivités locales des compétences et des dépenses nouvelles, notamment dans la deuxième moitié des années 2000, à l'occasion de la deuxième vague grande vague de décentralisation. Donc, et l'État lui-même, rapporté au PIB, ses dépenses ont un peu baissé. Alors, si on corrige du fait qu'il a transféré des dépenses aux collectivités locales, c'est plutôt une stagnation des dépenses de l'État et de ses satellites, donc des administrations publiques centrales. Ok, et donc vous nous avez bien montré que les dépenses associées aux administrations de sécurité sociale sont les plus significatives en point de PIB. Qu'est-ce qui explique justement que ces 40 dernières années, les dépenses de ces administrations ont été aussi dynamiques? Alors, les dépenses des administrations sociales, c'est principalement les retraites et les dépenses de santé. Les retraites, au total, c'est le quart des dépenses publiques. Tout à l'heure, quand je disais il y a 1700 milliards de dépenses publiques, il y en a à peu près 400 milliards ce sont les dépenses de retraite. Et les dépenses de santé, c'est à peu près 20%, à peu près un cinquième.
des dépenses publiques. Donc, c'est les deux plus gros postes de dépenses, en fait, et ce sont celles qui augmentent le plus vite. Alors, pourquoi il y a d'abord une raison démographique, bien sûr. Les dépenses de retraite augmentent parce que la population âgée et à la retraite augmente plus vite que la population active. Donc, c'est pas un phénomène qui est spécifique à la France. Le vieillissement de la population, c'est un phénomène presque mondial qui touche tous les pays développés et une bonne partie des pays en développement. Donc, c'est pas spécifique et ça explique partout une augmentation des dépenses de retraite, alors qui est plus ou moins corrigée suivant les pays, parce que les pays prennent plus ou moins des mesures qui permettent de ralentir cette évolution démographique, pour ralentir l'évolution, l'augmentation du nombre de personnes à la retraite. Il y a des moyens comme le recul qui permettent de reculer. Voilà, des moyens techniques qui varient selon les pays et selon les règles de retraite des pays, mais qui consiste quasiment toujours à à reculer l'âge de départ à la retraite. On peut aussi faire en sorte que les pensions soient plus ou moins généreuses. Donc, suivant les pays, il y a eu des réformes différées. Bon, en France, on a une augmentation. On a fait des réformes. Il y a eu au cours de ces 40 dernières années, il y a eu une réforme, par exemple, plusieurs réformes des retraites, notamment il y en a eu une en 2010 qui a consisté à reculer l'âge minimal de départ de 60 à 62 ans, mais tout ça n'a pas suffi et au total, les dépenses de retraite augmentent plus vite que l'activité. Les dépenses de santé, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les dépenses de santé, il y a une composante vieillissement. Les dépenses de santé sont très concentrées sur les dernières années de la vie. Et donc, quand il y a une part beaucoup plus importante de la population qui est dans les dernières années de la vie, parce que globalement, la population vieillit, ça se traduit mécaniquement par une augmentation des dépenses de santé. Donc, il y a un facteur vieillissement qui joue en France comme dans d'autres pays. Il y a un autre facteur qui joue, c'est le progrès technique. Alors, le progrès technique, en général, ça veut dire des gains de productivité. Et quand les entreprises font des gains de productivité, ça signifie qu'elles produisent la même chose pour moins cher, parce qu'elles ont des techniques plus efficaces ou qu'elles produisent plus avec les mêmes moyens. Et donc, c'est plutôt une source d'économie. Mais le progrès technique en matière de santé, ça permet aussi de proposer des traitements innovants, nouveaux et parfois plus efficaces, mais souvent quand même beaucoup plus chers. Et des études économiques en matière de santé tendent quand même à montrer que l'effet du progrès technique dans le domaine médical, il a plutôt pour effet d'augmenter les dépenses que de les réduire. Parce que on vous propose à tout le monde des soins qui sont finalement qui permettent d'augmenter l'espérance de vie. Au total, ça a quand même des effets favorables, mais qui sont beaucoup plus chers et qui se traduisent par des dépenses beaucoup plus importantes. Là aussi, c'est pareil dans tous les pays. L'année dernière, en 2024, on a pu assister aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques qui ont montré que, heureusement d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, on a des athlètes qui ont des handicaps et qui peuvent faire des choses extraordinaires, mais c'est grâce à des équipements qui sont extraordinaires, mais qui sont aussi très coûteux. Et voilà, donc c'est des effets favorables du progrès technique pour la santé des gens et leur mobilité, mais ça coûte aussi de plus en plus cher. Donc il y a cet effet progrès technique, et puis il y a aussi dans le système de santé beaucoup d'inefficacité. Il y a des problèmes de coordination des acteurs entre la médecine libérale et la médecine hospitalière, entre privé et public, entre les généralistes et les spécialistes, au sein des administrations, entre les différentes administrations qui s'occupent de santé. Donc, il y a des problèmes de coordination, des problèmes d'échange d'informations, des problèmes d'allocation des moyens sur le territoire.
Tout ça fait que ça coûte cher et de plus en plus cher et qu'on n'a pas forcément d'ailleurs toujours pour son argent. Voilà donc des principales raisons pour lesquelles on a cette augmentation des dépenses de retraite et des dépenses publiques de santé. Merci. Juste pour rebondir, donc vous disiez voilà que les dépenses de retraite représentaient un quart des dépenses publiques. Est-ce que justement le poids des retraites en France est-il plus élevé lorsqu'on compare à d'autres pays européens? Alors, quand on fait la comparaison des dépenses publiques de retraite avec en France et dans les autres pays européens ou dans le reste de l'OCDE d'ailleurs, on voit qu'on est dans les pays où les retraites sont les plus élevées en pourcentage du produit intérieur brut. Rapporte en pourcentage, souvent les dépenses en pourcentage du produit intérieur brut, parce que comparer les dépenses en euros d'un pays à l'autre, ou même d'ailleurs dans un même pays sur 40 ans, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut essayer de rapporter ça à quelque chose qui correspond à peu près à la richesse à un moment donné d'un pays, à ce qu'il est capable de produire. Et donc, le produit intérieur brut est généralement utilisé par les économistes. Le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées et c'est ce qui est créé, produit chaque année dans un pays, et c'est aussi la somme des revenus. Donc c'est aussi ce sur quoi on prélève des impôts et cotisations sociales. Ce sur quoi donc on prélève des impôts et cotisations qui permettent de financer les dépenses. C'est une mesure aussi de ce qu'on est capable de financer. C'est pour ça qu'on rapporte au produit intérieur brut. Voilà. Donc si on rapporte les dépenses publiques de retraite au produit intérieur brut, on est dans les premiers avec les Italiens. Après, il y a des tas de gens qui vont vous dire oui, mais en fait, c'est parce que dans d'autres pays, on a des systèmes de retraite qui font beaucoup plus appel à des fonds de pension, à de la capitalisation, et ce sont des retraites privées et ce n'est pas dans les dépenses publiques. Donc la comparaison est trompeuse. En réalité, les retraites coûtent aussi cher dans bien d'autres pays, mais c'est pas des dépenses publiques, c'est pas classé dans les dépenses publiques, c'est classé dans les dépenses privées. Alors c'est exact parce que les dépenses publiques, la définition, c'est quasiment par définition, ce sont des dépenses qui sont financées par des prélèvements obligatoires. En France, dans les dépenses de public de retraite, on a par exemple les retraites complémentaires versées par l'Agirc Arrco. Parce que si vous êtes salarié du secteur privé, vous n'avez pas le choix de cotiser ou de ne pas cotiser à l'Agirc Arrco. Et vous n'avez pas le choix du taux de cotisation. C'est obligatoire. Dans d'autres pays, beaucoup d'autres pays européens ou même de l'OCDE, le deuxième étage de retraite, les retraites complémentaires, sont des retraites souvent en capitalisation qui sont gérées par des fonds de pension et dans chacun de ces pays, il y a plusieurs fonds de pension. Et donc, au moins au niveau de l'entreprise ou de la branche d'entreprise, il y a un choix de tel ou tel fonds de pension avec tel ou tel type de couverture. Et donc, pour les comptables nationaux, c'est pas obligatoire au sens des prélèvements obligatoires. Donc, ce sont des cotisations privées et ce sont des dépenses privées. Bon, donc ça, voilà l'explication, la raison de cette frontière entre dépenses publiques et dépenses privées. Maintenant, vous pouvez très bien dire que il faudrait quand même faire la somme des retraites privées et des retraites publiques pour voir finalement ce qu'au total touchent les retraites, ce que touchent les retraités en pourcentage du PIB. L'exercice est fait régulièrement par le CDE, par le Conseil d'orientation des retraites. Ça montre que dans les pays où les dépenses publiques de retraite sont faibles, il y a généralement plus de dépenses privées, c'est compensé par plus de dépenses privées de fonds de pension par des fonds de pension, mais ça ne corrige pas totalement l'écart. Voilà, donc et là, au final, quand on additionne dépenses publiques et dépenses privées de retraite, on retrouve la même hiérarchie dans les pays, c'est-à-dire qu'au sommet, on a la France et l'Italie, et puis l'Allemagne pas très très loin, mais il y a des pays, par exemple comme les Pays-Bas, qui sont beaucoup plus loin, qui ont au total des dépenses de retraite à la fois privées et publiques qui sont beaucoup plus faibles. Donc voilà, donc les raisons pour lesquelles il y a cette différence entre public et privé, mais qui n'explique qu'une partie des écarts. Donc là, nous avons vu un peu le périmètre des dépenses des administrations de sécurité sociale. Je voulais un peu revenir sur les administrations publiques centrales. Ces dépenses semblent avoir stagné
ces 40 dernières années, puisque voilà, j'avais pris un spectre depuis les années 80 en gros. Or, l'État a transféré davantage de compétences aux collectivités locales, notamment en 1983 et en 2004. Comment expliquer que les dépenses de l'État n'ont pas plus baissé? Si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Alors, en fait, en pourcentage du PIB sur les 40 années, elles ont un peu baissé. Et si on considère qu'en effet, il y a une partie de ces baisses vient du fait qu'elles ont transféré des dépenses et des compétences aux collectivités locales, si on rajoute finalement les dépenses transférées, on observe une quasi-stagnation. Voilà, en effet, quelque chose près. Alors, cette quasi-stagnation, elle s'explique parce que d'un côté, il y a des dépenses qui ont baissé. La principale dépense de l'État qui a baissé sur ces 40 dernières années, en France comme dans beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, et on en voit aujourd'hui les conséquences, c'est les dépenses militaires qui ont fortement baissé. Mais il n'y a pas que les dépenses militaires. Et puis, d'un autre côté, il y a des dépenses qui ont plutôt... Les dépenses d'investissement aussi ont quand même baissé sur 40 dernières années, sur 40 années. Il y a aussi une autre dépense assez particulière, alors qui a baissé depuis à peu près, alors qui a augmenté jusque vers 2000, puis ensuite qui a baissé et pour lesquels on est aujourd'hui au-dessous de du niveau d'il y a 40 ans, c'est la charge d'intérêt de la dette. C'est assez paradoxal parce que la dette n'a fait qu'augmenter. Mais les taux d'intérêt à partir du milieu des années 90, de la fin des années 90, avec la perspective d'entrer dans l'euro et puis ensuite l'entrée dans l'euro, les taux d'intérêt ont fortement baissé, si bien que même avec une dette qui augmentait, la charge d'intérêt en pourcentage du produit intérieur brut a baissé sur les 20 dernières années. Alors c'est terminé, elle est repartie à la hausse. Mais voilà, donc on a des dépenses qui ont baissé et puis on en a d'autres aussi qui ont augmenté. Par exemple, les dépenses de protection liées à la protection de l'environnement ont plutôt augmenté. Voilà, donc on a eu des baisses d'un côté, des augmentations de l'autre. Et au total, en effet, sur ces 40 dernières années, c'est à peu près une stabilité en pourcentage du PIB. D'accord. Donc si on fait un focus sur les administrations publiques locales, elles ont particulièrement augmenté les dépenses de ces administrations locales ces 40 dernières années. Cela s'explique donc en partie par les transferts de compétences, là comme on l'a dit, avec la décentralisation. Mais selon un rapport budgétaire de 2024, 110 milliards de l'augmentation des dépenses des administrations locales ne s'explique pas par le transfert des compétences. Avec ce chiffre en tête, comment expliquer cette croissance des dépenses publiques au sein des administrations locales? Alors en effet, il y a une hausse des dépenses publiques locales qui ne tient pas en pourcentage du PIB, qui ne tient pas au transfert de compétences, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'évolution des effectifs de la fonction publique territoriale, qui depuis alors les séries d'effectifs de fonction publique remontent, on peut les faire remonter assez facilement à 97, donc c'est plutôt sur 25 ans. Sur 25 ans, ça a augmenté de 45% dans les collectivités locales, sans même compter les emplois transférés par l'État. Donc il y a eu une forte hausse. Cette forte hausse, elle a surtout eu lieu dans les années, la fin des années 90 et dans les années de la première décennie, les années 2000. Pourquoi? Faut voir que les besoins de dépenses publiques locales sont illimités parce que les gens demanderont, les électeurs des communes, départements et des régions demanderont toujours à leurs élus un meilleur environnement, plus de sécurité, plus de propreté, etc. Donc les besoins sont illimités. Et finalement, les collectivités locales satisfont ces besoins à hauteur de leurs ressources. Alors, jusqu'au début des années 2010, jusqu'au début des années 2010, ces ressources augmentaient assez vite. Parce que l'État, une bonne partie, les ressources des collectivités locales, c'est, disons pour simplifier, des impôts locaux
des ressources apportées par l'État, sous forme notamment de dotations, la dotation globale de fonctionnement ou plein d'autres dotations, subventions ou des impôts transférés par l'État. Donc jusqu'au début des années 2010, tout ça augmentait très vite. Les dotations de l'État étaient indexées sur le PIB à un moment, et puis les impôts locaux augmentaient vite parce que l'assiette des impôts locaux augmentait elle aussi à peu près comme le PIB, et en plus les élus locaux pouvaient augmenter les taux, que ce soit des taxes foncières par exemple. Donc ça augmentait très vite, les ressources augmentaient très vite, et donc les dépenses augmentaient très vite. Alors jusqu'au début des années 2010, parce que au début dans les années 2014, 2015, 2016, sous la présidence de François Hollande, une des principales économies qui a été réalisée à l'époque sur les dépenses publiques a consisté pour l'État à réduire très fortement ses dotations aux collectivités locales. On a supprimé une douzaine de milliards d'euros de dotations de l'État aux collectivités locales, ce qui a obligé les collectivités locales à faire des économies. D'abord des économies sur leurs investissements, parce que c'est toujours plus facile de retarder ou d'abandonner des investissements. Mais ensuite, ils ont fait des économies sur leurs dépenses de fonctionnement, et pour la première fois, en 2015-2016, les effectifs de la fonction publique locale ont diminué de très peu, mais c'était la première fois qu'elle diminuait un peu. Donc depuis cette période, il y a toujours une croissance relativement importante des dépenses publiques locales, mais quand même beaucoup moins forte que ce qu'on avait connu, je dirais, pendant les 15, 20, 30 années précédentes. Voilà, ce qui montre d'ailleurs que le principal moyen dont peut disposer l'État pour obliger les collectivités locales à ralentir leurs dépenses et à faire des économies, c'est de réduire les ressources qu'ils leur apportent. Ok. Et pour terminer sur la situation des finances publiques françaises, certaines personnes estiment que le déficit public depuis 2023 est principalement causé par un déficit de recettes, notamment après la suppression de la taxe d'habitation et la réduction de la CVAE. Est-ce que selon vous, la situation des finances publiques françaises s'explique principalement par un excès de dépenses ou par des réductions de recettes qui ont été non financées, non compensées, ou un peu des deux, voilà. Ça dépend de la perspective qu'on prend. C'est une question de point de vue et en fait d'horizon. Si on prend la période la plus récente, disons les années Macron, 97 à 2024, en effet, on a un problème de recettes. Quand on regarde l'évolution des dépenses publiques, des recettes publiques, déficit, et quand on compare la France aux pays européens, on voit que finalement, les dépenses publiques, en pointe toujours en pourcentage du PIB, n'ont pas beaucoup augmenté. On a beaucoup augmenté les dépenses pendant la crise sanitaire, bien sûr, et puis après, les dépenses liées à la crise de l'énergie en 2022-2023, mais c'est quand même resté des dépenses exceptionnelles qui ont été quand même avec des dispositifs qui ont été supprimés. Et finalement, en pourcentage du PIB, ça a un peu augmenté, mais autant que dans les autres pays. Et ce qui nous distingue des autres pays, c'est plutôt la baisse des prélèvements obligatoires. On a eu sous cette période 50 à 60 milliards d'euros de baisse des impôts, les cotisations sociales, surtout des impôts. Donc vous avez cité la taxe d'habitation, ça a été le plus cher, disons une vingtaine de milliards. La CVAE aussi, en effet, c'est une dizaine de milliards, mais il y a aussi la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Il y a eu les baisses d'impôts sur le capital dont on a beaucoup parlé, qui ont coûté moins cher en réalité, la transformation de l'ISF en IFI, la flat tax, etc. Au total, on en a en effet pour 50 à 60 milliards. Juste ça, c'est depuis 2017. Hein, depuis 2017, oui, ouais. pardon, depuis 2017, hein, sur voilà, les années Macron. Ouais. Donc oui, après, si on prend une perspective plus longue, celle que j'avais prise précédemment, on voit que ce sont les dépenses publiques qui augmentent un peu plus vite que le PIB, et sur longue période, si on ne touche pas si on ne change rien aux impôts et aux cotisations sociales, si on ne modifie pas leurs taux, leurs assiettes, voilà, la législation a changé, les prélèvements obligatoires, le produit des prélèvements obligatoires, donc les recettes publiques augmentent à peu près comme le PIB.
Donc le vrai problème, la raison fondamentale de notre déficit de l'augmentation de notre déficit depuis 50 ans ou même plus, la dernière fois qu'on a eu un excédent, c'était il y a 50 ans, 73 à peu près. La vraie raison, c'est qu'on a des dépenses qui augmentent un peu plus que l'activité économique et puis des recettes qui, si on ne fait rien, augmentent comme l'activité. Donc des dépenses qui augmentent plus vite et des recettes qui augmentent comme l'activité, au total, vous avez un déficit qui se creuse. Voilà. Et donc après, pour ce qui concerne les recettes et les prélèvements obligatoires, on a eu des périodes pendant lesquelles on les a baissés, puis après on s'est aperçu que ça creusait encore plus le déficit, donc on les a réaugmentés. Puis au bout d'un certain temps, on s'est dit, il y a trop d'impôts pour des tas de raisons, trop d'impôts, trop de cotisations, donc on va les baisser. Donc on joue un peu au yo-yo depuis 50 ans avec les prélèvements obligatoires. Le taux des prélèvements obligatoires, il monte, il baisse. Là, on vient en effet de sortir d'une période de baisse du taux des prélèvements obligatoires et on vient d'entrer en 2025 dans une période de hausse. En 2025, les prélèvements obligatoires augmentent. Merci. Donc voilà, notre première partie se termine. Nous passons désormais à la deuxième partie plus courte sur la comptabilisation des dépenses des retraites des fonctionnaires au sein des ministères. On a évoqué précédemment le poids des retraites au sein de l'économie française. Récemment, un économiste, Sylvain Catherine, un ancien haut fonctionnaire, Jean-Pascal Beaufray, et anciennement un autre économiste, Philippe Askenazi, ont identifié une comptabilisation trompeuse, ou en tout cas pas très fidèle des dépenses au sein des ministères concernant les dépenses de retraite des anciens fonctionnaires. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous expliquer cela, comment les dépenses de retraite des anciens fonctionnaires sont comptabilisées au sein des ministères, et est-ce que c'est vraiment lisible pour le citoyen, cette comptabilisation actuelle? Dans une entreprise, quand on calcule le coût de production d'un bien ou d'un service, dans le coût de production d'un bien ou d'un service, il y a la masse salariale. Et la masse salariale, pour calculer le coût de production, on prend une masse salariale, toutes charges comprises. Donc on y inclut toutes les cotisations sociales payées par l'entreprise, toutes les cotisations employeurs, de retraite, de santé, de tout ce que vous voulez. C'est normal. Et donc, quand on fait des comparaisons internationales du coût de production de l'éducation, de la défense, etc., les normes de comptabilité nationale qui sont appliquées dans l'ensemble du monde font que c'est un coût complet qui doit être compris, qui doit être pris. Donc c'est un coût qui inclut les cotisations versées par les employeurs des fonctionnaires, que ce soit des enseignants, des militaires, des policiers ou des agents des collectivités locales d'ailleurs, tout ensemble. Donc c'est un coût complet. Donc en soi, ça n'a rien d'anormal, je dirais, de dire que le coût de production dépenses publiques, parce que c'est ça, quand on parle de dépenses publiques, on parlait tout à l'heure de dépenses publiques, de santé, de dépenses publiques, d'enseignement, de défense, vraiment on parlait de la défense, de la baisse des dépenses de défense. Dans toutes ces dépenses, il y a les cotisations sociales versées par les employeurs des fonctionnaires au titre de l'assurance santé comme de l'assurance retraite. Bon. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'anormal. Là où les économistes que vous citez soulèvent un problème, c'est qu'ils disent oui, mais le problème, c'est que ces cotisations de retraite versées par l'État ou les collectivités locales et qui sont incluses en effet dans les dépenses publiques d'enseignement, de défense, les dépenses locales, etc., ces cotisations ont des taux qui sont anormalement élevés. Dans le cas des fonctionnaires civils de l'État, le taux de cotisation payé par l'État il est de 75%, alors que le taux de cotisation employeur dans le secteur privé, il est de 25 ou 25%, je ne sais plus exactement, mais enfin, il est beaucoup plus faible. Et dans les collectivités locales, le taux, il est de entre 40 et 50%, si je me souviens bien. Donc, ils disent, mais non, mais c'est pas normal, on a des taux très élevés, et en fait, c'est pas des vrais taux, c'est pas des vraies cotisations, c'est des subventions qui sont versées par l'État au régime de retraite de ces fonctionnaires ou par les collectivités locales
ou par les hôpitaux d'ailleurs, au régime de retraite des agents des collectivités locales et des hôpitaux. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu à une subvention. C'est calculé parce que ces cotisations sont calculées pour équilibrer ces régimes. Mhm. Donc, quelque part, ça ressemble à une subvention d'équilibre. Maintenant, la raison aussi pour laquelle on a des taux aussi élevés, c'est que ce régime de retraite des agents de l'État, il est démographiquement très déséquilibré, beaucoup plus déséquilibré que celui des salariés du secteur privé. Parce que il y avait, en fait, on dit aujourd'hui il y a beaucoup de fonctionnaires, etc. Mais il y en a beaucoup moins qu'autrefois. Ce que je disais tout à l'heure, dans les fonctionnaires de l'État, ce qu'on disait d'ailleurs, on disait les dépenses publiques de l'État en point de PIB, ça a quasi stagné sur ces 40 dernières années. Mhm. Et les effectifs de la fonction publique d'État, ils n'ont pas beaucoup augmenté. Depuis 97, donc je disais tout à l'heure, les effectifs des collectivités locales, ils ont augmenté de 45%. Les effectifs de l'État, sans même, en gardant, même en maintenant dans le calcul les agents qu'il a transférés aux collectivités locales, c'est une hausse de 7%. Parce que il y a notamment pendant certaines années, la période Sarkozy, il y a eu une baisse des effectifs de l'État. Bon, au total, voilà, on a finalement on est dans un régime dans lequel finalement il y a beaucoup plus de retraités que de cotisants. Donc, c'est beaucoup plus déséquilibré que dans les autres régimes. Donc il est normal qu'il y ait un déficit, qu'il y ait un déséquilibre, et donc il est normal que le taux de cotisation soit beaucoup plus élevé que dans le système privé. Alors certains économistes, dont ceux vous disent vous dire ah oui, mais ce qui est pas normal, c'est qu'à ce moment-là, normalement, il y a une compensation démographique entre les régimes. C'est-à-dire, en théorie, les régimes qui sont les plus favorisés démographiquement doivent aider les régimes qui sont démographiquement les moins favorisés. Donc, normalement, les régimes du secteur privé devraient subventionner les régimes du secteur public. Mais c'est pas du tout évident, cette solidarité entre régimes, elle n'est pas du tout évidente. Les fonctionnaires, si on était dans un régime unique, universel, c'était le projet Macron en 2017-2018. Si on était dans un régime unique universel, il y aurait un taux de cotisation unique qui serait un taux intermédiaire entre le 75% de la fonction publique aujourd'hui et le 25% au total, 20-25% des régimes du secteur privé, régime général plus Agirc-Arrco. Aujourd'hui, ça serait une moyenne des deux et il y aurait un seul taux. Et il n'y aurait pas de problème. On ne se poserait pas ce genre de questions. Mais on n'en a pas voulu de ce système universel. Donc quelque part, cette situation dans laquelle on a des taux de cotisation très élevés dans les régimes du secteur public, c'est le résultat du particularisme de la fonction publique. Les fonctionnaires disent aujourd'hui, certains se plaignent en disant oui, quand on parle des dépenses d'éducation, on nous impute des cotisations beaucoup trop élevées. Évidemment, c'est pas ça qui permet de payer les enseignants aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est aussi le résultat de ce particularisme de la fonction publique qui veut absolument avoir un régime autonome. J'ajoute que le déséquilibre démographique du régime de la fonction publique, il n'est pas totalement naturel. Hein. Il vient en partie du fait que vous avez dans la fonction publique des catégories, on appelle ça les catégories actives et super actives. Vous avez des catégories de fonctionnaires qui ont la possibilité de partir en retraite 5 ans ou 10 ans plus tôt que l'âge minimal de droit commun. Pour ces catégories, l'âge minimal de départ de droit commun, c'est pas 62 ans ou maintenant quasi 63 ans. Hein. C'est 55 ans, c'est encore bien souvent quasiment 55 ans ou même 50 ans, 51 ans. Donc le déséquilibre démographique de ces régimes, il n'est pas totalement naturel non plus. Donc voilà, donc je comprends les questions qui sont posées par ces économistes. Pour moi, il n'y a pas de tromperie, c'est quelque chose qui est normal. On peut discuter de ce taux de cotisation. C'est vrai que quelque part, il est très élevé. Il y a des raisons pour lesquelles il est très, très élevé. On pourrait considérer qu'en effet, derrière, il y a quand même quelque chose qui ressemble à une subvention d'équilibre et qui ne devrait pas être ajoutée
aux dépenses d'éducation qui devraient être traitées à part dans le système. Voilà, on devrait dire il y a un transfert de l'État, mettre ça à part et ne pas mettre ça dans les dépenses d'éducation, les dépenses militaires ou les dépenses de police, parce que ça concerne toutes les fonctions de l'État, hein, dès qu'il y a de la masse salariale. Donc je comprends ces questions, mais je relativise fortement. Je dis d'abord, il n'y a pas de tromperie, tout le monde peut faire le calcul et personne, moi, ça fait ce que les uns et les autres ont semblant de découvrir. Moi, je le dis, je sais, je le dis, c'est dans les fiches de Flipéco depuis déjà 10 ans. Donc, personne n'a rien découvert. Et voilà, ça ne fausse pas les comparaisons entre pays parce que tous les pays appliquent les mêmes principes. Hein. Ça, c'est ce mode de calcul de présentation des dépenses dans les dépenses de l'OTAN. Quand l'OTAN dit les dépenses publiques, les dépenses militaires, etc. Maintenant, la nouvelle cible, ça doit être 3,5% du PIB, etc. C'est y compris les dépenses de retraite, hein. Même le temps. Ce qui paraît un peu bizarre, parce qu'en effet, les pensions versées aux anciens militaires, c'est pas ça qui permet de nous défendre aujourd'hui. Mais si, dans la norme comptable de l'OTAN, il y a les pensions. Voilà, et donc c'est pareil dans les autres pays. Alors après, ça nous dessert peut-être probablement un peu plus en France. Ça contribue sans doute en effet à faire apparaître des dépenses d'éducation, par exemple, un peu plus élevées en France, parce qu'on a un régime de retraite des fonctionnaires qui est particulièrement déséquilibré ou généreux en France par rapport à celui des autres pays. Mais voilà, voilà ce que ça traduit. D'accord. Deux choses peut-être juste pour que les gens se représentent. Les activités actives ou super actives, c'est par exemple les militaires ou les policiers. Je pense notamment à eux qui peuvent effectivement partir avant pour des raisons de pénibilité. Justement, concernant, donc, vous dites, voilà, il y a pas de tromperie, on peut faire le calcul, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un enjeu de publicité pour que les gens comprennent bien que, voilà, quand les dépenses, par exemple, du ministère de l'Éducation augmentent une année, ça veut pas forcément dire que les enseignants vont être mieux payés ou que les classes vont être rénovées, mais que potentiellement, juste, il y a un déséquilibre croissant. Et est-ce que, justement, dans cette présentation des comptes, va y avoir une correction dans les années à venir? Je crois que Madame Brown-Pivet avait parlé d'une meilleure comptabilisation, d'un meilleur affichage en tout cas. Est-ce que cela va être le cas Oui, non, mais il y a toujours les finances publiques, c'est un sujet très compliqué. C'est vrai que quand les dépenses de défense ou d'éducation d'ailleurs augmentent, ça peut être lié à des tas de facteurs. L'un des facteurs possibles, c'est une augmentation du taux de cotisation versé par l'État pour les retraites de ces fonctionnaires parce que ce déséquilibre démographique s'accentue et il faut le corriger. Hein. Donc ça peut en partie, ça peut venir de là. Donc c'est vrai que quand on parle d'augmentation, mais après quand on parle d'augmentation des dépenses d'éducation, de défense, etc. Si on veut voir d'où ça vient exactement, il faut traiter beaucoup d'informations. Ça n'est pas simple et c'est vrai que c'est un problème général en matière de finances publiques. En effet, c'est compliqué et la comptabilité budgétaire est très compliquée et oui, il y a des problèmes de transparence, mais c'est pas les seuls. Hein, voilà, et ces problèmes de transparence, il y en a beaucoup d'autres malheureusement dans la comptabilité publique. D'accord, merci. Donc là, nous allons passer à notre dernière partie où nous examinons un peu les pistes qui pourraient ou qui auraient pu être choisies pour consolider les finances publiques. Premièrement, concernant les dépenses sociales, le gel des pensions n'a pas été retenu dans l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce rationnel au regard de la part des pensions dans la dépense publique? Ça fait écho un peu à notre première partie sur le poids des retraites. Alors là, ça pose la question des perspectives des finances publiques. Alors sans être trop long, il faut qu'on arrive à reprendre le contrôle de la dette publique. Voilà, il faut qu'on arrive et pour les économistes, reprendre le contrôle de la dette en pratique, ça veut dire être capable de stabiliser la dette en pourcentage du PIB. Sinon, on risque un jour, malgré la protection que nous offre la Banque centrale européenne, on risque un jour d'avoir une crise des finances publiques et de se voir imposer de l'extérieur des mesures très dures, comme celles qui ont été imposées aux pays du sud de l'Europe il y a une douzaine d'années. Donc pour arriver à stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB, l'effort est considérable, hein, il est colossal. Il est de l'ordre de 100, 120, 150 milliards d'euros, à peu près 4 points de PIB, c'est énorme. Il faut pas trop.
on va être obligé, d'ailleurs, on a commencé à augmenter les prélèvements obligatoires. Il faudrait pas trop les augmenter, notamment sur les entreprises. On y reviendra sans doute après, parce que les entreprises ont des problèmes de compétitivité, même si dans les 50 à 60 milliards de baisse d'impôts qu'on a eu au cours de ces dernières années, il y en a la moitié à peu près qui ont profité, entre guillemets, aux entreprises. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a toujours des prélèvements sur les entreprises qui sont très élevés par rapport aux autres pays, ce qui pose des problèmes de compétitivité. Donc, il ne faudrait pas trop les augmenter sur les entreprises, les augmenter sur les ménages. On peut bien sûr les augmenter, tout le monde pense aussitôt à les augmenter sur les plus riches. Il y a sans doute des choses à faire sur les plus riches, mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions. On ne récupérera pas 120 milliards sur les plus riches. Donc, compte tenu par ailleurs du poids de nos dépenses publiques par rapport aux autres pays, du fait qu'elles ne sont pas forcément toujours d'une très grande efficacité, je pense, comme beaucoup d'autres, que l'effort devrait majoritairement porter sur les dépenses publiques et donc se traduire par des économies sur les dépenses publiques. Donc là, mais quand je dis ça, je parle d'un effort qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et si vous voulez faire des économies de plusieurs dizaines de milliards d'euros, vous n'allez pas les faire sur les frais de fonctionnement de l'Élysée. C'est rien du tout, les frais de fonctionnement de l'Élysée. L'enjeu financier est ridicule. Donc, vous ne pouvez les faire que si vous touchez les postes les plus importants de dépenses. Et là, on tombe sur ce que je disais tout à l'heure. Le poste le plus important de dépenses, c'est les retraites. C'est 25% des dépenses publiques. Moi, je ne sais pas faire des dizaines de milliards d'économies sans toucher les retraites. Et techniquement, pour faire des économies sur les retraites actuelles, il y a un moyen très simple et très automatique et politiquement très difficile, évidemment. Ça consiste à ne pas indexer les retraites autant que l'inflation. Voilà, donc c'est la sous-indexation, voire la désindexation des retraites. Chaque fois que vous indexez les retraites sur un point de moins que l'inflation, vous gagnez 3 à 4 milliards d'euros. Juste une chose, vous avez parlé d'efforts de 110 à 120 milliards d'euros. Cet effort, il se fait plutôt sur combien d'années? 5 ans, non dans ce qui est prévu ou... Alors, on peut discuter, ça c'est pas sur un an, hein, bien sûr. Ouais. Donc, c'est sur un certain nombre d'années. Si on voulait respecter les règles budgétaires européennes, c'est sur 7 ans. 7 ans, c'est voilà, ça paraît raisonnable. Bon, après, certains disent qu'il faudrait aller plus vite, d'autres qu'il faudrait l'étaler sur 10 ans. La discussion est ouverte. Merci. Justement, donc, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la compétitivité, concernant le périmètre de l'État et le périmètre des administrations de la sécurité sociale, beaucoup de parlementaires, notamment à gauche, estiment qu'il faut réduire les aides aux entreprises. On a eu une commission d'enquête récemment sur ce sujet. Ces aides sont-elles justifiées, ces aides aux entreprises sont-elles justifiées par l'impératif de compétitivité selon vous? Alors, quand on parle des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, ou de manière générale, quand on parle de taux de prélèvement obligatoire et quand on dit en France qu'il est le plus élevé, on est les deuxièmes de l'Union européenne après les Danois. Quand on parle de prélèvements obligatoires, ce sont des prélèvements impôts et cotisations nets de tous les allègements de cotisations sociales et de toutes les baisses, les réductions d'impôts, abattements, taux réduits d'impôts, et ça, ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Donc tous ces cadeaux aux entreprises qui prennent la forme, quand on dit que les cadeaux aux entreprises, les aides aux entreprises représentent, alors le chiffre est très incertain, parce que même le rapport de la commission d'enquête que vous citez citait deux chiffres, l'un qui était de l'ordre de 100 milliards et de l'autre de l'ordre de 200 milliards. Mais là-dedans, on a notamment déjà à peu près 80 milliards d'allègements de cotisations sociales. Et quand on dit que les cotisations sociales patronales en France sont rapportées au PIB sont les plus élevées de l'Union européenne, ça a déjà été déduit. Voilà. Donc même après avoir déduit toutes ces aides, cadeaux, comme disent certains, on est déjà, quand on regarde ce qui pèse sur les entreprises, donc les cotisations patronales, l'impôt sur les sociétés et les impôts de production, on doit être déjà les les deuxièmes, troisièmes de l'Union européenne. Alors après, il y a aussi des aides directes, des subventions directes, considérées comme classées dans les dépenses publiques. Il y en a, mais ça représente 70 milliards d'euros à peu
près, disons donc entre 2 et 3 points de PIB. On est aussi parmi ceux qui accordons le plus d'aide de ce type. On doit être les quatrièmes ou les troisièmes ou les quatrièmes de l'Union européenne. Et au total, si on prend tous les prélèvements nets de tous les allègements, de toutes les dépenses fiscales et de toutes les subventions directes, on est encore, si on rapporte ça à la valeur ajoutée des entreprises, on est encore les troisièmes de l'Union européenne. Donc, on n'est pas les premiers, il y a les Suédois en particulier qui sont devant nous, mais ça pèse quand même sur la compétitivité des entreprises. Alors, c'est pas le seul facteur de compétitivité, les prélèvements obligatoires. Il y a des tas d'autres facteurs qui expliquent qu'on soit plus ou moins compétitif, qu'on gagne plus ou moins de parts de marché, mais ça joue quand même plutôt dans le mauvais sens. Donc, si on réduit trop toutes ces aides, alors je suis d'accord pour dire que sans doute faudrait-il revoir certaines de ces aides. Peut-être sans doute que le crédit d'impôt recherche n'est pas très bien, on pourrait mieux le cibler. Sans doute que les allègements de cotisations patronales, on pourrait aussi mieux les cibler et faire des économies au passage. On peut sans doute gagner quelques milliards, en ciblant mieux, en optimisant ces aides aux entreprises, mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que quand on réduit ces aides, on augmente mécaniquement, on augmente les prélèvements obligatoires sur les entreprises et mécaniquement, on réduit leur compétitivité. Alors, on peut toujours dire que ça sera compensé par autre chose, qu'on a une main-d'œuvre de bonne qualité, qu'on a de très bonnes infrastructures, voilà. Mais bon, jusqu'à un certain point quand même. Donc, il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Ok. Et concernant voilà, dans la première partie, vous disiez que les dépenses de santé représentaient un cinquième de toutes les dépenses publiques. Afin de maîtriser ces dépenses de santé et notamment les remboursements relatifs aux frais de santé, Martin Hirsch avait proposé en 2007 un bouclier sanitaire qui protégeait de manière égale les personnes et pouvait permettre de maîtriser les dépenses. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce dispositif et nous expliquer pourquoi il n'a pas été adopté depuis 2007 alors que son mécanisme semble assez simple et lisible? L'idée a été lancée en effet par Martin Hirsch en 97, à un moment où Sarkozy avait voulu, d'ailleurs il l'a fait, augmenter les franchises par boîte de médicaments, forfait non remboursable par consultation, voilà, donc augmenter finalement ce qu'on appelle le reste à charge des ménages, qui reste à la charge des malades après remboursement par la sécurité sociale. Le débat se repose aujourd'hui puisque dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de Le Cornu et dans celui d'ailleurs de Pérou avant, il y avait aussi une augmentation de ces forfaits, franchises, tickets modérateurs, des remboursements de certains produits de santé, etc. Le problème qui se pose quand on fait ça, c'est que ça pèse, ça peut coûter très cher à des gens qui ont des revenus très faibles parce que très vite, les dépenses de santé, ça peut aller très vite et le patient ne les contrôle pas. Ce sont des prescriptions décidées par les médecins et donc voilà, et ça peut finalement se traduire par des refus, des impossibilités d'accéder à certains soins pour des ménages dont les revenus sont trop faibles. Donc, par rapport à ce problème social, l'idée qui avait été avancée par Martin Hirsch consistait à dire bon, avant d'augmenter forfait, franchise, ticket modérateur, il faudrait faire en sorte d'instaurer ce qu'il appelait un bouclier sanitaire, c'est-à-dire inscrire dans la loi que ce qui restera à votre charge, ce que la sécurité sociale laissera à votre charge, ne dépassera jamais, par exemple, 4% de vos revenus. Si au cours de l'année, à un moment dans l'année, ça atteint 4% de votre revenu, vous êtes ensuite remboursé à 100% jusqu'à la fin de l'année. Si on met en place ce dispositif, d'abord, on n'a plus besoin de ce qui existe actuellement, qui est le dispositif spécifique aux affections de longue durée, grâce auquel un certain nombre de gens, qui sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs, pas nombreuses, bénéficient d'un remboursement à 100%, mais bénéficient d'un remboursement à 100% uniquement pour les soins qui sont liés à leur affection longue durée, à leur cancer, par exemple. Si vous avez un cancer, en général, vous avez des tas de problèmes à côté du cancer, et donc, en fait, le système actuel est injuste et inefficace parce que
les gens qui ont une affection longue durée, en réalité, ont un reste à charge, malgré cette prise en charge à 100%, ont un reste à charge bien supérieur à celui de tous les autres. Donc le système actuel est injuste, il est compliqué, inefficace. Donc cette idée de Martin Hirsch, c'est de dire, bon, ben voilà, ça ne dépassera jamais 4% de votre revenu, et si on atteint les 4%, après, vous êtes remboursé à 100%. Donc à partir du moment où vous avez mis en place le bouclier sanitaire, ben, vous pouvez augmenter les forfaits, les franchises, les tickets modérateurs, etc., puisque le problème social, voilà, ça ne dépassera jamais 4% de votre revenu, et donc vous n'avez pas ce problème social que vous avez aujourd'hui quand vous voulez faire la même chose. Donc moi j'ai toujours défendu cette idée, ça me paraît très bonne, ça n'a pas marché pour deux raisons. Bien qu'il y ait eu des tas de rapports montrant que c'était une très bonne idée et que ça pouvait faire des économies à la sécurité sociale au final. Il y a deux raisons pour lesquelles politiquement ça ne passe pas. Du côté de la droite de l'Assemblée, au final, c'est redistributif. Ça consiste, au total, ça fait payer quand même un peu moins les ménages modestes et un peu plus les ménages riches. Donc, du côté droit, on dit c'est encore de la redistribution, on ajoute quelque chose déjà, on redistribue trop. Donc du côté droit, ça passe mal. Et du côté gauche, le jour où Martin Hirsch a lancé cette idée, 3 heures après, le président de la Mutualité française a publié un communiqué en disant c'est une très mauvaise idée, c'est dramatique, c'est la fin de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que si je vous dis que votre reste à charge ne dépassera jamais 4% de votre revenu, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller souscrire une prime d'assurance complémentaire ? Pas forcément. Donc les assureurs complémentaires sont résolument contre cette idée parce qu'ils ont bien compris que c'était une partie de leur marché qui risquait de leur échapper. Et comme une bonne partie de la gauche est assez proche des mutuelles, ça ne passe pas non plus du côté gauche. D'accord, ok, merci. Peut-être dernière question sur cette partie. Concernant les administrations publiques locales, dans votre ouvrage Mes comptes publics, vous estimez que la décentralisation pourrait permettre une meilleure gestion des comptes publics avec des règles plus strictes à destination des collectivités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage cette réflexion et comment la situation financière actuelle du bloc local vous mène à penser cela ? Bon, d'abord, je suis assez pessimiste sur les chances d'une réforme de l'État. Ça fait des années et des années qu'on en parle et voilà, on n'arrive pas. Donc, je suis de plus en plus tenté vers un autre modèle qui est en fait le modèle allemand. En France, je vous ai dit, donc les administrations publiques locales, c'est à peu près 20% des dépenses publiques. En Allemagne, comme dans d'autres pays de nature fédérale, c'est plus de 40% des dépenses publiques. Donc, les collectivités locales, les Länder en Allemagne en particulier, ont beaucoup plus de pouvoir, de compétences et assurent une part bien plus importante des dépenses publiques. Donc, il y a une vraie décentralisation, mais une décentralisation avec de fortes contraintes budgétaires. Et en particulier, les lenders ne sont pas financés par des impôts dont ils pourraient augmenter le taux. Les lenders sont principalement financés par des impôts d'État comme la TVA ou l'impôt sur le revenu d'ailleurs, des impôts qui sont partagés au niveau fédéral avec donc la TVA est partagée entre les lenders par chaque année par une réunion des ministres des Finances des lenders et du ministre fédéral. Donc ils s'accordent sur une clé de répartition, ils répartissent la TVA. Mais une fois que la TVA est répartie, chaque lender n'a aucun pouvoir d'augmenter ou non la TVA. Donc il y a une contrainte budgétaire très forte, s'y ajoute une contrainte sur les ressources, très forte, s'y ajoute une contrainte sur les capacités d'endettement. On parle beaucoup en ce moment de la règle d'or allemande qui fait que l'État fédéral ne peut pas plus s'endetter, ne peut pas avoir un déficit supérieur à X points de PIB pour ne pas s'endetter, etc. En fait, il y a la même règle et encore plus stricte sur les lenders, dont les capacités d'endettement sont donc très limitées. Voilà, donc je suis attiré par un modèle dans lequel on donne plus de pouvoir aux collectivités locales pour décider quelles dépenses sont prioritaires, mais avec des contraintes budgétaires très strictes. D'accord, merci, c'est plus clair. Comme à chaque fin de podcast, je vais vous demander quel document, que ce soit un ouvrage, un film, un documentaire ou peu importe, conseillez-vous de consulter en lien avec les thèmes que nous avons évoqués pour que les auditeurs puissent approfondir. Forcément, je vais leur dire d'aller consulter le site FIPECO, www.fipeco.fr,
où ils trouveront, il y a plus d'une centaine de fiches sur aussi bien la TVA, les retraites, les dépenses de santé, les dépenses locales, les impôts locaux. Voilà, il y a un peu tous les sujets dans lesquels j'essaye de montrer ce qu'il est important de savoir. Voilà, les données de base, des chiffres de base, des données juridiques de base sur un peu plus de 100 sujets concernant les finances publiques, et c'est gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis vous l'avez cité aussi tout à fait au début. Vous pouvez aller lire mon livre, Mes comptes publics chez Odile Jacob, si vous voulez alors une perspective plus historique sur le fonctionnement des administrations, la conception des politiques économiques, alors là sur les 40 dernières années. Je vous remercie de votre venue et d'avoir bien voulu nous expliquer les finances publiques et leurs enjeux. Encore une fois, je recommande vivement la consultation, comme vous l'avez dit, du site FIPECO, ainsi que la lecture du livre Mes comptes publics, qui permet de mieux comprendre les enjeux financiers du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques. Dans la description du podcast, je mettrai donc ces deux, le site ainsi que l'ouvrage, pour que vous puissiez les consulter si vous le souhaitez. Merci.